Avec François Asselineau. François Asselineau, tout le monde vous connaît, vous êtes le président de l'Union populaire républicaine, candidat au présidentiel. Un parti non aligné, si je peux me permettre, un parti indépendant. C'est difficile de rester indépendant dans le paysage politique français. C'est assez difficile en ce sens que nous avons beaucoup de gens qui nous observent, qui nous regardent. Il y en a qui n'aiment pas, qui n'apprécient pas ce que nous disons, les européistes notamment, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce que je dis est quand même très intéressant et qui voudraient nous attirer à eux. Donc on a sans cesse des gens qui disent il ne faut pas, par exemple, diviser le camp national, il faut que vous vous ralliez au RN, à Reconquête, à Dupont-Aignan, etc., etc. Donc tout ce... Le problème que l'on a, c'est que moi j'ai créé un parti politique qui d'abord n'est pas à droite, il est au-dessus du clivage droite-gauche, parce qu'on a aussi des gens de gauche qui nous suivent et qui nous adhèrent. Et deuxièmement, on a un parti qui s'est créé depuis le début, il y a 17 ans. 17 ans déjà. C'est énorme, 17 ans. Hein. C'est 4 fois la durée de la France libre. Hein. Ouais, entre le 18 juin 40 et l'appel de De Gaulle et puis le 26 août 44, lorsque De Gaulle s'installe, il a fait ses 4 ans, 2 mois, 8 jours. Donc nous, on a 4 fois la durée de la France libre. On n'est pas en guerre, c'est la différence. Mitterrand avait dit si, la France est en guerre et les Français ne le savent pas. C'est ça toute la différence. Et donc, moi j'ai créé un parti politique il y a 17 ans pour dire que les Français se rassemblent provisoirement pour récupérer notre souveraineté, notre indépendance nationale. La sortie de l'Union européenne. Donc pour nous, c'est un fil rouge. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire alliance avec des gens qui disent le contraire. Sinon, après, on a quoi? On a après la désespérance des gens qui se disent je fais confiance à un responsable politique et puis en fait il me trahit. Voilà. Le vrai problème de la France, c'est que là aux élections européennes où je vais mener une liste, le vrai problème c'est qu'il y a 50% d'abstention. Et je vais vous dire un truc. Vraiment, 50% d'abstention. S'il y avait 20% des Français, plutôt que de s'abstenir, qui allaient voter pour notre liste, la liste Asselineau, là le 9 juin, le système politique français, il explose dans la soirée. Parce que d'un seul coup, on n'aurait pas vu venir une liste qui est pour le Frexit. Tout est fait dans les grands médias actuellement pour cacher ce débat, alors que ce débat se développe partout, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, en Italie. Partout. Il y a même en Suède. Vous trouvez qu'en France, on élude le débat sur le Brexit, comme on dit maintenant? Ah non. Le Brexit, ça c'est une invention de Charles Gave qui vient d'être piqué par Dupont-Aignan, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire sortir de la Commission européenne tout en restant dans l'Union européenne. Ça n'a pas de sens. C'est comme si on disait, moi je vais réformer la Constitution française, je vais sortir de l'État français. Ça peut être une transition, ça peut être non, mais de toute façon... Ça ne vous paraît pas... ouais. Non, de toute façon, moi j'ai un principe de base, j'ai horreur de me moquer des gens. Moi, j'ai créé un parti politique où on propose quelque chose qui est à la mesure des Français. Si les Français décident de sortir de l'Union européenne, ils le peuvent. Les Britanniques l'ont fait, c'est l'article 50, ça ne dépend que des Français. Tous les autres candidats, y compris Dupont-Aignan qui propose le Brexit, ou tous ceux qui disent on va faire une Europe plus sociale, une Europe plus ci, une Europe plus ça, etc., ils postulent en fait qu'ils vont arriver à modifier les traités. Or, modifier les traités nécessite d'avoir l'accord unanime des 27 États. C'est-à-dire, il faut 27 gouvernements et 27 parlements pour ensuite ratifier. 54 structures, ça n'aura pas lieu. C'est pour ça que je dis que nous, on ne fait pas des promesses qu'on ne peut pas tenir. Lorsque vous avez des gens qui vous disent « Moi, je veux que la France reste dans l'Union européenne, mais on va sortir de la Commission ». Ça, c'est le truc de Dupont-Aignan. Non, mais François Asselineau, le fait quand même que... Attendez, je termine. Lorsque Dupont-Aignan dit « Moi, je reste dans l'Union européenne, mais je veux sortir de la Commission européenne », excusez-moi, il se fout de la gueule du monde. Parce que ça n'aura pas lieu. Parce que déjà, les Belges diront non. Donc déjà, c'est terminé. Et donc, en fait, c'est comme si moi, j'avais comme programme, je disais aux Français, votez pour moi, vous allez gagner au loto le gros lot. Les gens savent bien que ça ne dépend pas de moi. Donc il faut que les Français, au moment où ils votent pour une liste qui leur propose des choses qui ne dépendent que d'eux les Français. Voilà. Vous êtes pour une sortie radicale. Alors dites-moi, il y a quand même, on peut rétorquer qu'il y a quand même les Britanniques avaient une monnaie, avaient gardé leur monnaie. C'est vrai. La livre sterling, c'est quand même un sujet qui inquiète, le fait qu'aujourd'hui le franc n'existe plus, on est complètement arrimé à l'euro et en plus l'endettement du pays étant ce qu'il est, étant considérablement dégradé, on est de plus en plus dépendant de l'endettement à Bruxelles. Et Bruxelles nous tient aussi par notre endettement, qui paye commande. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui s'inquiètent pour la stabilité monétaire de la France
liées à une sortie du système européen? Alors, vous savez, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Souvent, je suppose. Oui, oui. On me dit, est-ce que vous vous rendez compte si on sort de l'euro? Et moi, je réponds aux gens, est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Parce que, parce que ce piège que vous décrivez, c'est un engrenage qui ne va faire que s'accroître. Nous sommes en déficit structurel, c'est vrai de l'Italie, c'est vrai de la Grèce. Nous allons y passer jusqu'à le pillage de tout notre patrimoine. On sait que les marchés financiers internationaux, qui sont quand même aujourd'hui extrêmement puissants, vont faire crédit à la France. Une chose est certaine, c'est que ce que détestent les marchés financiers, c'est l'incertitude. Or, actuellement, on n'en parle pas, mais actuellement, tous les marchés financiers savent très bien que l'euro a une durée de vie limitée, puisqu'il suffit de regarder l'évolution de Target 2, c'est-à-dire du solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro, avec un déséquilibre qui ne fait que s'accroître d'année en année au profit de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Finlande et du Luxembourg, et au détriment de tous les autres. C'est-à-dire que la Bundesbank allemande a des dizaines, des centaines de milliards d'euros de créances sur les banques centrales des pays du Sud. Une banque centrale, ça peut faire faillite un jour. Si un jour la Banque de Grèce faisait faillite, c'est l'ensemble du système qui explose. Donc ça, c'est un point fondamental. Le deuxième point fondamental, c'est que, si vous voulez, je ne dis pas que ça sera forcément une vallée de roses de sortir de l'euro. Bon, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas... Un électrochoc majeur. Oui, mais ce que je sais, c'est que les marchés financiers préféreront avoir une renégociation avec la France et repartir, on part sur comment dirais-je, une situation saine, que la situation malsaine qui ne cesse de s'aggraver actuellement. Elle devrait être concomitante. Si elle se produisait, cette sortie devrait absolument être concomitante à un programme de redressement majeur de nos finances publiques. Bien sûr. Pour sécuriser le processus de remboursement de nos dettes. Absolument. Mais notez bien que si on récupère notre monnaie nationale, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois dans la vie, dans l'histoire de France, le franc est apparu puis a disparu. À chaque fois qu'il est apparu, c'est quand on récupérait notre souveraineté. En 1360, c'était récupérer la souveraineté, la libération de Jean le Bon. Oui, mais à l'époque, François Asselineau, il y a des gens qui s'installent, c'est pas grave. On continue notre interview. Si vous voulez, en ce qui concerne, on est en direct, donc effectivement il y a des petits aléas. En ce qui concerne la différence avec Jean le Bon quand même, c'est qu'aujourd'hui, la mondialisation, les échanges sont bien plus importants et on est quand même partie liée aux échanges internationaux. Oui, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas encore une fois que ce ne sera pas forcément une vallée de roses. C'est une difficulté supplémentaire. Je n'ai pas dit le contraire, mais ce que je sais aussi, c'est que l'euro a été conçu pour que ce soit facilement réversible. On n'entre pas ici dans l'architecture de l'euro, mais tous les pays qui sont entrés dans la zone euro ont gardé leur banque centrale. Donc il faut bien comprendre que contrairement à ce que... ça a été prévu. Bien sûr, ça a été fait pour. Oui, ça a été fait pour que ce soit facilement réversible. Connaissant les eurocrates, comme on dit aujourd'hui. Non, c'était un vœu de l'Allemagne, absolument. Ah oui. L'Allemagne est entrée contrainte et forcée, pas par Mitterrand, mais par les États-Unis. L'Allemagne est entrée contrainte et forcée dans l'euro. Vous dites que l'Allemagne était rentrée contrainte. Bien sûr, parce que l'idée, c'est d'avoir une monnaie coloniale, en fait. C'est-à-dire l'idée qu'on va avoir une monnaie qui va faire apparaître un sentiment national, et puis surtout de ligoter tout ce petit monde. Mais il est... D'arriver au fédéralisme. Oui, en fait, ça ne marche pas, parce que vous avez le problème, c'est que c'est une monnaie ça marche, mais les populations. C'est une monnaie qui ne fait qu'aggraver la situation. L'euro, il est coté par rapport au dollar à mi-chemin entre ce que serait coté le Deutschmark et ce que serait coté la drachme grecque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet euro qui est coté à mi-chemin, il est pas assez cher par rapport à l'économie allemande. Mais il est trop cher par rapport à l'économie grecque, l'économie italienne. Donc c'est un phénomène systématiquement aggravant des déficits commerciaux, notamment la France dégage des déficits commerciaux comme elle n'a jamais eu depuis Vercingétorix. Voilà. Alors l'Allemagne, elle, a été la grande bénéficiaire de tout ça jusqu'à il y a 1 an et demi, avec l'explosion de Nord Stream, avec le renchérissement du coût de l'énergie, avec les sanctions contre la Russie. Donc d'un seul coup, l'Allemagne, à son tour, est entraînée dans le gouffre. Mais c'est nouveau, parce que pendant des années, ça a été au plus grand bénéfice de l'Allemagne, qui avait une monnaie trop bon marché et qui donc dégageait des excédents commerciaux supérieurs à ceux de la Chine elle-même. Voilà. Le problème que nous avons, c'est qu'on a une monnaie qui n'est pas viable, parce qu'il suffit de regarder l'histoire monétaire du monde. Les monnaies plurinationales finissent toujours par exploser. Toujours. Et des précédents. J'ai fait tout. La monnaie coloniale espagnole, le réal, le kourouch de l'Empire ottoman, la couronne austro-hongroise, le rouble soviétique, la couronne tchécoslovaque, etc. Tous les monnaies plurinationales
Reste que le franc CFA, mais qui est au bord d'exploser aussi. Mais les empires aussi s'écroulent, donc quand les empires s'écroulent, la monnaie s'écroule. Voilà, j'ai fait une conférence là-dessus il y a longtemps où on trouve même dans l'Ancien Testament l'idée qu'une monnaie c'est un peuple et une nation. Et parce que c'est ce qu'on appelle une zone monétaire optimale, si vous voulez. Que selon la théorie de Mundell, vous savez, qui pourtant était pour l'euro d'ailleurs, qui est un prix Nobel canadien, mais en fait, il pensait, Mundell, qu'en forçant l'euro, on forcerait les peuples à changer de comportement. Oui, mais non, ça marche pas comme ça. On voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même une prise de conscience de la population. On voit bien à travers la crise agricole des effets pervers d'une Europe technocratique. Avec cet amoncellement de normes qui aujourd'hui est terrifiant, quoi. La crise agricole, je trouve, est un accélérateur d'une prise de conscience. C'est exact. C'est pas seulement d'ailleurs un amoncellement de normes, vous avez raison, mais c'est aussi un amoncellement de contradictions. Parce que par exemple en France, nos agriculteurs, pour parler d'eux, à la fois qu'il faut qu'ils respectent les normes européennes, mais il faut qu'ils respectent aussi des normes françaises surnuméraires, si j'ose dire, qui sont notamment imposées par le lobby écologiste, etc. Par exemple, l'interdiction du glyphosate. Donc, ce que disent nos agriculteurs, c'est qu'on les met dans une situation impossible parce qu'ils sont obligés, par exemple, ils n'ont pas le droit d'avoir recours à tel ou tel pesticide, tel ou tel engrais. Aux Espagnols, par exemple. Mais en revanche, comme on appartient au marché unique européen, ils sont obligés d'accepter qu'arrivent en France des produits fabriqués en Pologne ou je sais pas où, ou en Ukraine, puisque l'Ukraine est devenue un membre fantôme de l'Union européenne, puisque tout entre sans droit de douane. Et eux qui sont gorgés d'OGM, de glyphosate, etc. Donc, eux, ils disent, attention, on ne peut pas nous demander à la fois de respecter ça et nous mettre en concurrence avec des gens qui, eux, ne le respectent pas. Ils ont donc raison. Si les Français veulent avoir une agriculture bio, une agriculture, elle doit sortir du marché unique européen de l'agriculture. Et puis on s'aperçoit, vous avez tout à fait raison, mais on s'aperçoit également un autre effet extrêmement pervers que les Français découvrent, les Européens découvrent, c'est que l'Europe a négocié au nom des intérêts européens une ouverture des marchés sans exiger de la part des produits qui allaient être importés d'avoir les mêmes... Voilà, c'est pareil. Donc on nous met en concurrence déloyale. Absolument. Oui au libéralisme quand il est sur des règles de stabilité. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que... Pour l'industrie. Comme disait, c'est Bismarck, le chancelier allemand, au XIXe siècle, qui avait cette formule « Wer von Europa spricht, hat Unrecht ». Traduction. Ce qui veut dire « Qui parle d'Europe se trompe, ment ou a tort ». C'est ça que ça... Pourquoi? Parce que l'Europe, ça n'existe pas. Quand vous avez des négociations commerciales multilatérales, j'étais dans ces fonctions quand j'étais aux affaires, quand j'étais à Bercy. En fait, vous avez un négociateur qui fait ça, au nom de l'Europe. Mais si ce négociateur, il émane, par exemple, comme ça a été longtemps le cas du Royaume-Uni, le Royaume-Uni n'a plus l'agriculture. Donc eux, ils s'en fichent de brader l'agriculture française pour des avantages. Par exemple, on a négocié, les Britanniques avaient négocié l'ouverture du marché chinois aux assurances britanniques, aux Lloyds, les services financiers, contre la fin des quotas textiles chinois. Et donc, les Britanniques, pour eux, c'était gagnant-gagnant. Ils fourguaient leurs assurances et ils démolissaient l'industrie française ou italienne ou portugaise ou espagnole du textile. Ils s'en fichaient. Vous voulez dire qu'il y a des particularismes nationaux qui se retrouvent dans des négociations au nom de tous des Européens et qui défavorisent des intérêts français en particulier. Il y avait le gendre de Churchill qui s'appelait Sir Christopher Soames, qui avait été ambassadeur de France, ambassadeur du Royaume-Uni en France sous De Gaulle. Et il a eu cette formule qui est vraiment géniale. Il avait dit « Il faut toujours nommer un Français à la tête d'une organisation internationale parce que c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays. » Voilà. C'est excellent. C'est excellent. Mais c'est comme ça qu'on se ramasse le prix de l'électricité. C'est parce que nous avons des négociateurs français qui, au nom d'une vision téléologique, c'est-à-dire une vision en devenir d'une Europe merveilleuse, ils se disent « Bon, bah allez, on va accepter ce que veulent les Allemands, c'est-à-dire on va coller le prix de l'électricité sur le prix produit par les centrales à gaz allemandes. » C'est dément. D'ailleurs, on le voit bien avec la France contribue de plus de 10 milliards d'euros au budget européen. Elle est en déficit. C'est-à-dire on est un des rares pays qui aujourd'hui contribue plus que ce qu'il reçoit. Oui, on est un contributeur net, on est le deuxième après l'Allemagne. C'est pas normal. Voilà. Bah, c'est pas normal. Pour un pays qui est déficitaire. Oui, bah, bien sûr.
bien sûr. Non mais attendez, donc on est d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une Europe qui ne défend pas assez l'intérêt européen. Il n'y a pas d'intérêt européen. Il n'y a pas d'intérêt. Il est là le problème. Oui, c'est vrai, parce que quand l'Allemagne négocie, quand c'est un commissaire allemand qui négocie, il va privilégier l'industrie, même si... Moi j'ai pris, ça fait 17 ans que j'ai pris l'exemple. Oui, puisqu'on est en concurrence maximum, les pays contre les pays. C'est comme si vous voulez, j'ai pris cet exemple, ça fait 17 ans, c'est l'exemple d'un syndic de copropriété. Vous êtes dans un immeuble. Bon. La personne qui est au rez-de-chaussée, elle se plaint parce qu'il y a des courants d'air par la porte d'entrée qui donne sur la rue. Donc elle veut qu'il y ait des travaux qui soient là-dessus. La personne qui est tout à fait au 8e étage, au dernier étage, s'en fout complètement. En revanche, lui, il a des problèmes d'infiltration d'eau sur la terrasse. Donc lui, il veut que les dépenses soient consacrées à ça. Puis vous avez les gens qui sont au 5e, 6e, eux, ils veulent qu'on rénove l'ascenseur parce qu'ils ont des enfants en bas âge, etc. Donc chacun voit midi à sa porte. Il y a un intérêt, et comme tout le monde a des intérêts divergents, eh bien, il y a un syndic qui est extérieur à l'immeuble, qui impose en fait sa volonté. Ça fait d'ailleurs râler à peu près tous les copropriétaires. Et bien c'est ça, nous on a un syndic extérieur, comme l'avait dit De Gaulle dans sa conférence de presse du 15 mai 62, il n'avait pas dit syndic extérieur, il avait dit il faudra un fédérateur extérieur qui ne sera pas européen pour faire marcher l'ensemble. C'est les États-Unis. Les États-Unis qui donnent le là dans tous les domaines, y compris, par exemple et surtout, en politique étrangère, en politique neutre. Ils nous envoient au casse-pipe face à la Russie. Avant d'aborder juste un petit la crise internationale, vous ne croyez pas quand même qu'on peut transcender certains et arriver quand même à créer au niveau européen des choses en commun? Il y a des choses à faire. On a quand même sur un certain nombre de sujets des intérêts communs. C'est vrai qu'on a des économies disparates. Non mais attendez, le contraire, c'est comme, vous savez, ce que vous me dites, c'est comme, moi ce que je dis, c'est que on est beaucoup plus heureux quand on a sa maison individuelle que quand on est dans une copropriété. Et vous me dites, ah, vous voulez entrer au Carmel plus voir personne. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je dis, je veux avoir ma maison individuelle, mais ça ne m'empêchera pas de bien m'entendre avec mes voisins, d'avoir de la famille, des amis à l'autre bout du monde. Ça veut dire qu'on a mis dans la tête des Français que si jamais on n'était pas dans l'Union européenne, on serait coupé du reste du monde. C'est dingue. Est-ce que le Royaume-Uni, est-ce que la Suède, est-ce que la Finlande, est-ce que la Norvège, est-ce que l'Islande, qui ne sont pas dans l'Union européenne, sont des pays coupés du reste du monde? Il y a des pays aujourd'hui indépendants dans le reste du monde, comme la Corée, qui sont des compétiteurs économiques très puissants et qui se débrouillent très bien tout seuls. Ou le Japon. Absolument, ou la Suisse. Ou Singapour. Ou Singapour. L'idée selon laquelle il faudrait, à notre époque, fusionner avec les 26 pays alentours pour continuer à... C'est une idée folle. Allez dire aux Israéliens qu'il faut qu'ils fusionnent avec les 26 pays alentours pour rester... Non mais, c'est un exemple par le paradoxe. Vous citez Singapour, c'est grand comme la moitié de l'Île-de-France, c'est un pays où le niveau de vie est supérieur à la France, il est très bien, c'est tout petit et qui a une influence régionale. Il y a un truc qui est fondamental en économie, c'est une science humaine, ce n'est pas une science exacte, et il y a un des fondements les plus importants, c'est ce que disait Jean Bonin, il n'y a de richesse que d'hommes, un des fondements les plus importants de l'économie, c'est l'adhésion d'un peuple à une vision de ce que va devenir sa propre nation. Un des problèmes que nous avons en Europe et en France en particulier, c'est d'abord et avant tout une gigantesque crise morale. Les Français ne savent pas où va la France. Ils ne savent même pas si la France va continuer d'exister dans 5 ans, dans 10 ans. D'où d'ailleurs les problèmes suraigus que pose l'immigration, puisque si la France savait où elle allait, si elle avait un projet national, elle aurait sans doute une moindre hantise de se voir submergée par ces populations venues des pays du Sud, dont je rappelle d'ailleurs que le 90% c'est de l'immigration légale, organisée par l'Union européenne. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Hein, je vois des gens du RN, de chez Zemmour, etc., qui disent qui passent leur temps à fustiger, à taper sur les Arabes, les musulmans, les immigrés, mais qui veulent rester dans l'Union européenne. Ils disent qu'un référendum aura la primauté pour pouvoir... Oui, mais c'est se moquer du monde. C'est l'Union européenne qui organise elle-même ces trucs-là. Voilà. Il y a eu 3 850 000 nouveaux migrants qui sont arrivés en Union européenne en 2023. Là-dessus, il y en avait 3 500 000 sous forme de permis de séjour légaux. Je vais dans votre sens. Mais quel est l'objectif caché de ces technocrates européens? C'est de diluer le sentiment patriotique? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a d'abord le fait que
la natalité est en berne dans tous les pays de l'Union européenne, ce qui me témoigne d'ailleurs, comme toujours dans l'histoire, quand un pays ne se reproduit plus, une population ne se reproduit plus, ça veut dire qu'il y a un énorme problème psychologique. C'est un signal négatif. De même, un signal négatif, c'est la remontée du taux de mortalité infantile en France. Je vous rappelle que Emmanuel Todd, en 1976, avait fait un livre qui est resté célèbre, qui s'appelait La chute finale, qui avait pris exemple sur la remontée du taux de mortalité infantile en Union soviétique pour prédire l'éclatement du système. Là, on y est. On y est depuis 2-3 ans maintenant, le taux de mortalité infantile remonte en France. Et donc, du fait de la dégradation du système hospitalier français, de même qu'on avait sous l'Union soviétique finissante la dégradation du système hospitalier, des services publics en URSS. Donc, il faut comprendre que l'on a d'abord cette baisse de la natalité, et au lieu d'ailleurs de promouvoir la natalité, on a complètement coupé la politique de la famille, et même mieux, on va maintenant inscrire le principe de l'IVG dans la Constitution. Oui. Il y a quelque chose, c'est pas ce que je vais dire là, n'est pas agréable à entendre, mais que les Français à quoi ils devraient réfléchir, c'est que lorsqu'il y a eu la loi Simone Veil sur l'IVG, il était à l'époque, c'était une espèce de recours ultime, l'IVG. Tout avait été fait pour accompagner la mère. Pour éviter qu'elle aille en Suisse ou en Belgique. Voilà, exactement, et pour lui suggérer, l'aider jusqu'à la maternité, éventuellement faire des processus d'adoption, etc. Donc il y avait quand même des garde-fous qui, petit à petit, ont sauté. Maintenant, c'est quasiment des IVG de confort, si je veux dire. Le résultat, c'est qu'on a 250, 280 000 IVG par an depuis 1975, en fait. Si vous faites le compte, on est à peu près à 9 à 10 millions de naissances en moins. Oui. Or, 9 à 10 millions, c'est justement le nombre d'immigrés qui sont venus en France. Oui. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas à la fois, comment dirais-je, inscrire dans la Constitution le principe même de l'IVG et considérer que c'est un truc absolument intangible, et dans le même temps, dire qu'il ne faut pas d'immigrer. Parce qu'il y a contradiction dans les termes. Faites le lien entre les deux. Bon. Il y a contradiction dans les termes. D'où d'ailleurs, effectivement, on a banalisé. La politique de l'Union européenne consiste à dire, puisque les femmes ne font plus d'enfants, puisqu'on n'adopte pas de politique de la famille, on fait entrer des migrants. Alors accessoirement, les migrants venant de zones à très 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 bas coût de salaire sont prêts à accepter des salaires de misère. Il y en a beaucoup qui travaillent au noir. Et vous avez vu d'ailleurs qu'il y a eu une enquête qui a été faite dans Le Monde il y a quelques jours, dans le journal Le Monde lui-même, qui dit qu'avec l'euro, avec l'Union européenne, en fait, ce à quoi on assiste, c'est l'appauvrissement tendanciel des Français, donc qui ont des petits boulots, qui payent de moins en moins bien payés, avec des CDD et pas des contrats de durée indéterminée, que des CDD. En fait, c'est le monde des petits boulots et un appauvrissement tendanciel des Français. C'est à ça qu'on est confronté. Pour le plus grand profit, évidemment, des détenteurs de capitaux dont il se trouve qu'ils achètent les médias et que par les médias interposés, ils disent aux Français qu'il ne faut surtout pas sortir de l'UE et de l'euro. Évidemment, c'est ça qui fait leur richesse. Hein, voilà, c'est ça qu'on comprend. Si les Français continuent à faire confiance aux grands médias audiovisuels qui leur disent qu'il faut que la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne, c'est une folie furieuse et qu'il faut rester, bien évidemment, c'est ce qui fait que Bernard Arnault a des centaines de milliards de... Oui. C'est évident. Ce qui a fait que vous soyez aujourd'hui extrêmement peu médiatisé. Ah oui, c'est assez gentil comme... Non, je suis censuré. Carrément. Ah oui, vous savez... UPR TV, la chaîne de télévision que j'ai créée. CNews ou... Jamais. En ce moment, on voit CNews qui monte au créneau en disant c'est une atteinte à la liberté. Vous avez vu le Conseil d'État qui fait des remarques à l'ARCOM, ça vous laisse de marre ou ça vous... Non, c'est ce qui me... C'est quand même une contribution à l'asservissement médiatique. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que CNews a obtenu son autorisation d'émettre contre un cahier des charges qui obtenait le pluralisme. Si j'ai bien compris la demande du Conseil d'État, ils ne disent pas qu'il faut interdire à Zemmour de parler sur CNews. Mais en gros, ils disent qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes que Zemmour qui parlent. Voilà. C'est quand même le cas, mais est-ce que... Oui, mais c'est que pas, sauf que... Oui, sauf vous. Sauf moi. Vous êtes le seul sur l'échiquier ne pas être... Surtout, je vais vous dire, je l'ai déjà dit, parce que vous êtes très dangereux en réalité. Notre chaîne de télévision, elle fait 94 millions de vues. UPR TV, on en est à 94 millions de vues cumulées. On a 437 000 abonnés. Bon, sur la scène politique française,
je fais des vidéos qui ont plus de vues que tous les autres candidats. J'ai fait des vidéos j'ai fait une vidéo là sur Attal, on en est à 970 000 vues en 3 semaines. J'ai fait des vidéos, il y a plusieurs vidéos qui ont dépassé 1 million, 1 million 2, 1 million 400 000 vues. Que les Français comprennent que vous dites certaines vérités qu'on n'entend pas ailleurs, y compris sur CNews. Voilà, bien sûr. Mais comparez par exemple Édouard Philippe. On nous dit que c'est l'homme politique préféré des Français. On nous dit que c'est le prochain président. Enfin, vous savez, c'est ce qu'on nous dit. Oui, enfin, bon, j'ai vu les gilets jaunes aussi. Je me suis des gilets jaunes. C'est ce qu'on nous dit. Bon, moi, je n'y crois rien, mais c'est ce qu'on nous dit. J'ai eu la curiosité d'aller voir sa chaîne de télévision qui s'appelle Horizon TV. Nous, on a 437 000 abonnés. Il en a 1600. Et nous, on a 94 millions de vues. Il en a, vous savez combien? 67 000. Oui, on a 1500 fois plus de vues. Oui, mais on va vous dire que c'est parce que vous n'êtes pas sur les grands médias, alors que lui, il y est. Non, c'est parce que... Donc, il y a l'effet d'innovation. Il y est. Je veux dire... Il y est en permanence. Non, il y est en permanence. C'est surtout qu'il n'a rien à dire. Oui, il n'a rien à dire. C'est surtout ça, le problème, c'est qu'on a affaire à des gens qui n'ont plus rien à dire. Qui sont là à se creuser les méninges en disant qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Et donc, d'où toutes ces... La docilité, vous paraît le mot adéquat? Docilité par rapport à un système. Par rapport aux grands donneurs d'ordre que sont les États-Unis d'Amérique. Mais vous alors, non, mais on comprend cette démarche souverainiste que vous avez. C'est pas souverainiste. Moi, j'aime pas le mot souverainiste. Vous n'aimez pas qui vient du Canada et du Québec. Ouais, nous, c'est mouvement. On s'appelle le mouvement de libération nationale. Parce que la France, la réalité politique, géopolitique, c'est que la France est devenue une colonie. Voilà. Oui. C'est exactement ça. Nous sommes devenus une colonie comme le nord des Indes à partir de la bataille de 1807 de Panipat. Oui, mais on va vous dire, cher François Asselineau, on va vous dire qu'il y a des élections en France et que les Français n'ont qu'à voter pour un nouveau président qui sera lui-même un homme de libération. Oui, mais sauf que... Pas du journal, mais de la libération du pays. Je suis bien placé pour le savoir. Oui, pour que les gens votent pour cette personne, faut que les médias encore faut-il déjà qu'ils le connaissent. Oui. C'est ça le truc. En 2017, il y a des gens qui me disent « Oh mais monsieur Asselineau, arrêtez de nous... les Français ont voté, il y en a eu 1% qui ont voté pour vous, donc allez vous rhabiller, en gros. » Et ce que je dis aux gens, c'est qu'en 2017, sur les 1%, c'est vrai que j'ai fait 1% des voix, mais il y en avait combien de Français qui non seulement avaient entendu parler de moi, mais avaient regardé un peu mes analyses et mon programme. J'avais eu 0,8% pourquoi il n'y a pas temps plus de parole. Alors François Asselineau, pourquoi il n'y a pas plus, je parle franchement, pourquoi il n'y a pas... Il y a beaucoup de Français qui vous suivent, j'allais dire en catimini, parce qu'ils savent que c'est la vérité, mais ils savent aussi qu'ils n'ont pas le droit de le dire. On est dans une situation quasi totalitaire. Il y a plus de 6 millions de fonctionnaires, donc les gens qui font attention à pas être trop incorrect, politiquement incorrect. Pas que le fonctionnaire, dans les sociétés privées, c'est pareil. Dans les grands groupes, on rase les murs quand on parle politique parce qu'on sait que la carrière pourrait être compromise. Finalement, les indépendants politiquement français, c'est les indépendants économiques. C'est-à-dire les artisans, les commerçants, les... Vous avez eu le cas, vous avez peut-être vu, il y a un agriculteur qui s'appelle Sébastien Béraud. Qui a fait, c'était il y a quelques jours, il était sur CNews justement, il a crevé l'écran parce qu'il y a un des journalistes qui a dit bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit c'est très simple, il faut destituer Macron et il faut sortir de l'Union Européenne. C'est d'ailleurs ce que nous on propose. C'est votre programme. Et alors, il faut revoir cette scène extraordinaire, c'est que les quelques journalistes qui avaient là, tout le monde lui est tombé dessus, en se pinçant le nez, enfin métaphoriquement j'entends, en disant non mais attendez, mais là vous rigolez, là c'est pas des solutions, non mais soyons sérieux. C'est-à-dire qu'ils ont accueilli par un rire gras, comme si le type avait lâché une flatulence, ce qui est un programme politique et très précis. C'est prévu qu'on puisse sortir de l'Union Européenne. L'article 50 du traité de l'Union Européenne n'est pas fait pour les chiens. C'est pas un coup d'État. Donc ils ont considéré que c'était une vue de l'esprit. Et pourquoi c'est une vue de l'esprit? Les mêmes d'ailleurs qui vont considérer qu'il est tout à fait normal qu'on verse encore 50 milliards d'euros à l'Union Européenne, c'est-à-dire 10 milliards pour les Français, à l'Ukraine. Donc on a affaire à une chape de plomb, et quiconque comme cet agriculteur a osé dire ce qu'on n'a pas le droit de dire, ça c'est terminé, il ne sera plus jamais invité. Hein. C'est-à-dire que là, et nous on est dans cette situation. Alors c'est extraordinairement scandaleux, puisque comme je vous l'ai dit, je caracole sur Internet et j'ai 0 minute 0 seconde dans tous les médias, ça se passerait en Russie ou en Chine, qu'est-ce qu'on n'entendrait pas dans les médias français? L'avantage c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de Français qui se rendent compte de la situation et qui viennent nous voir. Et si j'ai un message à dire, le 9 juin pour les élections européennes, allez voter pour notre liste. Vous aurez des listes. On a une liste, la liste Asselineau. De toute façon, le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir.
il a un pouvoir résiduel. Mais oui, puisque la commission, c'est la commission. Si le soir du 9 juin, on faisait une grosse percée, hein, je le disais tout à l'heure, je crois, si 20% des Français qui s'abstiennent vont voter pour notre liste, si nous, au-delà de 5%, on a des députés, et je peux vous assurer que ça sera un tremblement de terre. Un vrai tremblement de terre. Alors que les gens votaient pour le RN, mais ça fait 40 ans que le Front National a des députés. Monsieur Bardella, il a fait quoi depuis 5 ans? Il n'a rien fait. Donc le fait que les gens qui disent « Ah, je vais voter Bardella », mais il n'est pas au pouvoir. Oui, non, mais non, il n'est pas au pouvoir. Mais rien ne l'empêchait, quand il était au Parlement européen, de faire ce que nous, on fera si on a des députés, c'est-à-dire de faire du Nigel Farage. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on aura la parole, de protester, de mettre en cause ça et ça, de voter contre, par exemple, les milliards d'euros à l'Ukraine, de voter contre les sanctions contre la Russie, qui ne sont pas des sanctions contre la Russie, c'est en fait des sanctions contre la France et l'Allemagne, en définitive. Il suffit de voir la Russie se porte comme un charme, c'est nous qui nous effondrons. Voilà. Oui, puis la France avait des entreprises. La France était le premier. C'était un sabotage suicide. Voilà. La France était le premier pays européen à commercer avec la Russie. Bien sûr. Renault, on avait des positions extraordinaires. Etc. On avait des positions extraordinaires. Comme en Irak d'ailleurs, la guerre d'Irak, ça nous a énormément affaiblis. Oui, bien sûr. Et la France, dans tous ces cas de figure, la France, au lieu de défendre ses intérêts, on s'aligne derrière les États-Unis qui veulent notre mort. Il est là le truc, on s'aligne derrière des gens qui veulent notre mort, y compris ce qui arrivera d'ici quelques années, la destruction même de la France en tant qu'un pays unifié. Parce que lorsque vous avez Mario Draghi qui dit qu'il veut que l'Union européenne se transforme en un État, ça veut dire qu'on aura un État fédéral avec des régions. Et des régions, et ensuite rien n'empêchera de faire ce qui s'est passé en Suisse. Lorsque le canton de Vaud a été amputé du canton du Jura, et ben là, ça sera pareil. On dira, la collectivité européenne d'Alsace, on la retire à la région France. Et puis la Corse. D'ailleurs, Jean-Guy Talamone avait dit, je verrai de mon vivant, une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne. C'est-à-dire que ce qui se profile derrière un État fédéral, c'est en fait le morcellement des États-nations. Ça fait des années que un démantèlement. Un démantèlement. Progressif. Démantèlement. Progressif dans la durée. Subjectif, parce que si on l'annonçait de manière brutale, les peuples se révolteraient. C'est la technique du salami. C'est-à-dire que ce qui se passe depuis 50 ans, il suffit de penser à vos parents ou à vos grands-parents. Est-ce que vous imaginez qu'ils reviennent d'un seul coup en France et qu'ils découvrent l'état de la situation? Enfin, depuis 40 ans, c'est un sabotage de toutes nos positions dans tous les domaines. Et avec Macron, ça s'est accéléré. On est en train d'être chassé d'Afrique. Est-ce que vous vous rendez compte? Du point de vue géopolitique, ce que ça représente. Il paraît qu'au Sénégal, d'après mes informations, au Sénégal, il y a vraiment une tentative. La France, qui est quand même l'allié principal du Sénégal, est aujourd'hui combattue avec une déstabilisation du président en place qui finalement essaye de se défendre. Mais qui a fait un coup d'État constitutionnel quand même. Il a reporté les élections présidentielles. Oui, il les a reportées, mais elles vont avoir lieu. Mais pour terminer, peut-être, François Asselineau, et je vous remercie encore de cet entretien qui est vraiment très complet, même si on n'a pas eu le temps de parler de la géopolitique. Il faudrait quand même en dire un mot. Il y a quand même un risque de guerre. C'est quand même le risque numéro 1. C'est pas moi qui l'invente. Donald Trump a dit qu'il y avait un risque, dans les 9 mois qui viennent, un risque de 3e guerre mondiale. Donald Trump, le futur peut-être président des États-Unis. Vous avez Olaf Scholz, ce chancelier d'Allemagne, qui sonne la mobilisation générale. Il faut calmer le jeu, là. Bien sûr. Il faut se mettre autour d'une table. Bien sûr. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a affaire à l'héritière de l'URSS? On a affaire à la Russie, qui est la première puissance nucléaire mondiale, en nombre d'ogives, qui possède des armes. On vient de le voir, ils ont balancé, c'était avant-hier, un premier missile Zircon qui fait du 9900 km/h. C'est un missile hyper véloce que même les États-Unis n'arrivent pas à se repérer, ils n'arrivent pas à faire. C'est tombé sur l'Ukraine. On vient d'avoir les informations. On va se battre contre ça. Et pour un pays, l'Ukraine, où on n'a rien à faire, il s'agit en fait de servir les intérêts de BlackRock. BlackRock qui a mis la main sur l'Ukraine, et qui, à la fois sur les terres... Le premier fonds mondial. Et qui en fait va faire du business sur toute cette affaire. BlackRock, il représente plusieurs pourcents de la bourse de Paris d'ailleurs. Moi, ce que je vois, c'est que pour les Européennes, si les Français veulent qu'on arrête cette histoire de guerre, ils vont voter pour qui? Vraiment, c'est ce que je dis. Si les gens votent Bardella, il est pour l'Ukraine contre la Russie. Il a donné tous les gages à l'oligarchie.
D'ailleurs, le RN s'est abstenu au moment du vote sur les 50 Vous milliards dites d'euros à aujourd'hui l'Ukraine. il faut se mettre à table. Pareil pour Zemmour. Zemmour, il soutient l'Ukraine. Et pareil pour tous les autres. Donc si les Français veulent envoyer un message à l'occasion, puisqu'on ne leur demande jamais leur avis, c'est le moment. Là, on va leur demander leur avis. S'ils votent pour l'UPR, pour le Frexit, on est aussi pour la sortie de l'OTAN. Et bon, ça changera... Sur le moment, ça ne changera rien, puisque on aura, même si on a 15 députés, on n'aura pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Mais d'un seul coup, ça sera un signal d'alerte pour tous les autres partis politiques français en disant Comment attention. on sort de cette crise ukrainienne, François Asselineau? Il faudrait se mettre autour de la table et puis en arriver à une solution raisonnable. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on nous explique, Poutine n'est pas un nouvel Hitler, c'est pas vrai. Poutine, c'est un type très intelligent, très sérieux. Il est intervenu dans des zones qui sont des zones russes, puisque je rappelle que l'Ukraine est un pays composite créé dans les années 1920 par Staline, avec des populations qui se détestent. Le nord-ouest, ce sont des polono-lituaniens héritiers du duché de Pologne-Lituanie. Le sud-est, ce sont des Russes qui se sont installés sous la grande Catherine de Russie à la fin du XVIIIe siècle sur des terres qui auparavant relevaient de la suzeraineté ottomane. Et donc les Russes sont intervenus, ils ont chassé ceux qui étaient les vassaux de la Sublime Porte de l'Empire ottoman, donc des musulmans, pour s'y installer. Donc tout le sud, c'est ce qu'on appelait Novorossia d'ailleurs. Regardez des atlas du XVIIIe, XIXe siècle, c'était la Nouvelle-Russie. Odessa, Mariupol, tout ça, ce sont des noms russes. De là faire une guerre quand même, c'est terrifiant. Ils ont fait la guerre, pourquoi? Enfin, je ne suis pas là pour défendre les intérêts russes, mais la présentation qu'on nous fait en France est fallacieuse. Oui. C'est que derrière... On nous fait croire que c'est artificiel. L'Ukraine était entièrement tombée dans la main des États-Unis après le Maïdan. Qu'est-ce qu'on dirait pas s'il y avait au Mexique, le long du Rio Grande, des troupes russes, les Américains seraient furax, ils interviendraient et nous avons il y a eu des provocations, il y a eu des provocations, plus que des provocations américaines aux confins de la Russie. Et puis il y avait de la discrimination, ils martyrisaient les populations du sud de la Russie. Moi je suis allé en Crimée, qui est d'ailleurs un pays magnifique. Aller en Crimée, maintenant c'est peut-être un peu... Odessa, c'est pas au même endroit. Mais aller en Crimée, ce ne sont que à 90% des Russes. Il y a même un programme qui dit qu'ils sont plus Russes que les Russes. Surtout que c'est beaucoup de familles de militaires autour de la base de Sébastopol. Donc, ils avaient été rattachés par Khrouchtchev à l'Ukraine en 1954. Khrouchtchev étant lui-même d'origine en partie ukrainienne. Mais en réalité, c'est peuplé de Russes. Il y a des liens historiques. Il n'y a pas de lien entre les polono-lituaniens du nord-ouest et les populations russes du sud-est. Et ils ont voulu, le gouvernement de Kiev, après la révolution du Maïdan pilotée par les États-Unis, ont voulu chasser, mettre la main sur cette partie du territoire. En d'autres termes, on présente au Freudstein l'idée que Poutine serait un cinglé, une espèce de nouvel Hitler, qui voudrait mettre la main sur l'Ukraine sans aucune raison, et après ça serait la Pologne et puis l'Allemagne. Mais non! Non. Oui, c'est ce qu'on entend là maintenant. Mais oui, mais non. C'est une volonté de faire peur. Mais Poutine, vous avez vu l'entretien de Poutine et de Tucker Carlson. On nous avait dit aussi on a vu un homme finalement avec qui on peut, semble-t-il, discuter. C'est un homme qui est raisonnable, c'est un homme qui connaît très bien l'histoire. Ouais. C'est un homme. On nous avait dit qu'il est. Sarkozy, les présidents précédents, Macron, négociaient. Et Poutine était le partenaire de la France. Bien sûr, c'est un homme raisonnable. On a des intérêts divergents. L'intérêt de la France, c'est d'avoir une politique avec la Russie. Avec la Russie, c'est ce que disait De Gaulle. Pour rééquilibrer. Bien sûr. Et ça, tout ça, c'est parti en fumée, on n'en parle même pas. Sûr. Et donc, quelqu'un comme Poutine, il sait très bien, il n'est pas bête, il sait très bien que le Donbass, la Crimée, c'est peuplé par des Russes. Et donc ça peut revenir dans le giron russe. D'ailleurs, ça a été juridiquement... Il y avait une guerre, d'ailleurs, il y avait une sorte de guérilla permanente avant l'intervention. Mais Poutine, dans un accord de paix, ne réclamera pas le reste de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que si les Russes venaient en Ukraine, ils s'embourberaient, ils s'enliseraient, comme ils se sont enlisés en Afghanistan en 1979, à partir de 1980, ou comme les Américains se sont enlisés au Vietnam. C'est-à-dire que Poutine, c'est un homme d'État. Il sait très bien que on ne peut pas diriger un pays contre la volonté profonde de ses habitants. Il sait qu'actuellement, tout le sud de l'Ukraine, ce truc artificiel créé par Khrouchtchev, était pro-russe, donc il les a ramenés. Et Donald Trump a dit qu'il arrêtait la guerre en 24 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on se met autour d'une table, on reconnaît que la Russie a mis la main sur
la Crimée, le Donbass et peut-être la région d'Odessa jusqu'à la Transnistrie parce que ce sont des terres russes. Et par ailleurs, pour le reste de l'Ukraine doit être démilitarisé et doit n'appartenir à aucun bloc. Ne doit pas appartenir à l'OTAN, mais devient indépendant de la Russie. Sous protection internationale. Peut-être sous protection. Sous garantie internationale. Oui, c'est ça qu'il faudrait faire. De la même façon, comme je l'ai dit, c'est que, regardez ce qui s'est passé. Les Américains n'accepteraient pas que le Canada ou le Mexique deviennent une nouvelle Ukraine avec les troupes russes. Ouais. Et la France, d'ailleurs, de ce point de vue-là, devrait prendre le parti des États-Unis. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait De Gaulle. Au moment de la crise des missiles de Cuba, De Gaulle qui... Pourtant, on reprochait d'être anti-américain, il voulait simplement défendre la souveraineté et l'indépendance nationale. En 1962, pendant la crise de Cuba, il s'est rangé du côté des États-Unis en disant « ce n'est pas normal qu'il y ait des missiles qui menacent la Floride à quelques centaines de kilomètres. » Voilà. Donc, nous si les Russes faisaient ça, on dirait ça, mais là, il se trouve que c'est pas... Enfin, je veux dire, comme l'a dit, c'est Poutine qui l'a dit d'ailleurs, il a dit « mais regardez une carte ». Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que les Américains, ils n'ont pas d'autres problèmes à faire. Ils n'ont pas des problèmes avec leur immigration venant justement de toute l'Amérique latine, la débandade des services publics aux États-Unis, le scandale de toutes les drogues. Il y a des dizaines de milliers de jeunes Américains qui meurent sous l'effet des médicaments avec des drogues et compagnie. C'est un pays qui est malade intérieurement, malade économiquement, malade sociologiquement, malade de l'immigration torrentielle. Vous avez vu que même le Texas est prêt à reprendre son indépendance. Ils ont suffisamment de problèmes pour aller s'occuper des questions du Donbass qui concernent la Russie. Pour revenir à la raison et se mettre autour d'une table. Bon, François Asselineau, véritablement, vous avez une connaissance extrêmement fine des sujets dont vous abordez. C'est vrai que ça tranche avec... on peut être d'accord ou pas sur votre détermination et votre radicalité pour sortir de l'Europe, mais ce qui est impressionnant... Vous savez que le mot radical, ça vient de racine. Oui. Il faut en revenir aux racines de la France. Aux racines de la France. Oui. Est-ce que nous sommes... C'est pas normal, si vous voulez. La France est un pays... Est-ce que vous vous rendez compte de la dingoterie? On est en train de mettre dans la tête des gens qu'en 2027, on pourrait avoir M. Bardella, qui aurait 31 ans, comme président de la République. Enfin, qui n'a jamais dirigé. Il n'a jamais dirigé quoi. Il ne connaît rien. Il n'a jamais participé à aucune réunion internationale. Nous, regardez les grands pays du monde. Ils sont dirigés par des gens qui ont plus de 70 ans. Poutine, il a 71 ans. Xi Jinping, il en a 71. Narendra Modi en Inde, il en a 77 ou 78. Lula da Silva, c'est pareil. Vous écoutez, François Bayrou va revenir sur le devant de la scène. Oui, n'oubliez pas que je suis là aussi. Mais donc, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il faut de l'expérience pour diriger un État. Bien sûr. Surtout un pays comme la France, qui est un pays... Tout pays. Très on a actuellement dans toute l'Union européenne, on a des forces médiatiques qui promeuvent les blancs-becs, comme je les appelle. Ils ont promu. Regardez, on a Gabriel Attal de 34 ans. Une expérience. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a un Premier ministre qui est plus jeune que tous ses ministres, plus jeune que tous les ambassadeurs, plus jeune que tous les préfets, plus jeune que tous les directeurs d'administration centrale, plus jeune que tous les ambassadeurs étrangers accrédités à Paris, et plus jeune que la quasi-totalité des chefs d'État et de gouvernement du monde. Il a plus de sens politique que sa prédécesseuse. Non, mais peut-être, mais ça va pas. Ça va pas. Vous n'avez pas. D'ailleurs, vous avez vu la tête qu'il a. Enfin, il n'est que le chef de cabinet de Macron. Donc, on n'a pas. Ce qui est d'ailleurs un grand tort de la part de Macron, parce que Macron n'a pas compris l'esprit des institutions, avec un président de la République conçu par De Gaulle qui s'occupait de l'essentiel, et le chef de gouvernement qui était un vrai poids lourd politique, qui s'occupait de diriger la politique au jour le jour et de se prendre sur lui l'impopularité inhérente à toute action gouvernementale. Attal a quand même préjuge absolument pas de ce qu'il va faire. Non, mais il va appliquer la feuille de route demandée par Bruxelles. Non, mais tout ça, on le sait. Il a en tout cas un sens de la communication. Il c'est quand même autre chose. Mais il est difficile de faire pire que Madame Elisabeth Borne de ce point de vue-là, qui n'avait aucun sens politique. Non. Mais bon, c'est pas pour autant que vous avez quelqu'un qui a l'expérience. Parce que l'expérience, si vous voulez, c'est ce qui manque à Attal, ce qui manque à Bardella, ce qui manque à... Le sens de l'histoire aussi. D'abord, c'est la connaissance de leur propre histoire. Ah oui.
Un grand chef d'État, c'est quand même... Vous parliez de Gaulle, excusez-moi de vous couper, mais De Gaulle se caractérisait par une parfaite connaissance de l'histoire de France. Une formidable connaissance de l'histoire de France. Bien sûr. Ce qui est un élément très important quand on veut diriger un pays comme la France. On a affaire à des gens qui ne connaissent rien à l'histoire de France et encore moins à l'histoire de la Russie. Donc, donc on a affaire à des blancs-becs en fait. Ouais, c'est ça. Alors il leur manque ça. Il leur manque aussi, ce qui est très important, c'est que quand vous avez 60 ans, vous avez eu 30 ans, 35 ans de vie active, quand vous avez terminé vos études, mais étudiant mettons à 25 ans, vous avez 35 ans de plus. En 35 ans, vous vous êtes pris des baffes. Vous êtes pris des coups. Des coups. C'est bien. C'est ça qui forge l'expérience. Vous avez rebondi. L'expérience, c'est le nom que l'on vous en prenez là en ce moment. Vous êtes en train de vous cicatriser. Ans, oui. Vous allez être fort, vous allez être prêt. Alors, vous savez, j'ai connu Charles Pasqua. J'avais travaillé avec Pasqua il y a une vingtaine d'années. Il m'avait dit un jour, François, vous avez le cuir qui n'est pas encore assez épais. Bon, ben maintenant ça vient. Bon, ça commence. Là, ici, vous voyez, vous direz, mon petit François, tu m'as bien écouté. Mais dites-moi, pour terminer, peut-être, non, la seule chose que. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus d'hommes politiques de renom ou de personnalités de premier plan qui vous rejoignent parce que vous avez un discours extrêmement. Comment vous expliquez ça? C'est pas vrai, il faut demander. Est-ce que c'est parce que le poids du système est très prégnant sur. Oui, je crois qu'il y a vraiment. Je ne vais pas citer de nom, ça ne serait pas très courtois à le regard. Oui, vous les voyez dans les gens que j'ai vus. En privé, mais. Ou qui sont venus d'ailleurs, soit à l'UPR-TV, soit à nos universités. Il y en a quand même un certain nombre. C'est bien, mais qui sont d'accord avec moi. Mais ils n'osent pas franchir le Rubicon. Voilà. Parce qu'ils savent que si d'aventure ils disaient que j'avais raison, aussitôt ils seraient blacklistés. Ils seraient évacués. Voilà. Oui, parce qu'on a un système où quand même l'État... C'est pas seulement l'État. Hein. Oui. Regardez, j'en ai parlé, par exemple les médias. Oui. C'est les médias publics comme les médias privés. J'ai vu que Mme Rachida Dati a dit d'ailleurs qu'il fallait que les médias publics donnent une plus grande liberté, enfin une plus grande pluralisme. D'ailleurs, je viens d'écrire à Mme Rachida Dati pour lui demander une audience, pour lui expliquer que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de débat sur le Frexit en France. Oui, d'ailleurs, vous êtes un peu comme la situation de Jean-Marie Le Pen, toute proportion gardée. Quand Mitterrand a rappelé Le Pen à l'heure de vérité parce qu'il n'est passé plus à la télé, vous pourriez vous être dans cette lignée sur un autre plan. Vous avez 1000 fois raison. Le Front National pourrait dire François Asselineau est absent des médias, il faudrait. Mais ça serait, au lieu de s'attaquer mais dites-moi, le Conseil d'État, au lieu de s'attaquer quand même à CNews, pourrait regarder aussi France Inter, qui est financé sur le public. Où là, vous êtes. Mais sur partout. Vous n'êtes même pas cité là. Mais partout. Et CNews non plus. Hein. Ouais. BFM non plus. Ouais. Non, on est écoutez, blacklisté. Pire que jamais d'ailleurs. Parce qu'avant, il y a encore quelques années, on faisait un peu au moment de la présidentielle, je passais un peu, c'était obligé. Nous, on est heureux de vous faire parler, parce que c'est vrai qu'en tout cas, ça alimente la réflexion. Voilà. Et puis on va faire des vues, vous allez voir. Ah ben, la dernière qu'on a fait, ça a été le record. Hein. Donc, alors, voilà. Donc c'est ce que vous dites, en tout cas, rencontre beaucoup d'intérêt chez les Français. Et puis vous posez de bonnes questions quand même. Et puis j'apporte des bonnes réponses aussi. Alors les réponses, c'est vrai que sur l'euro, sur l'Europe, ça inquiète un petit peu, mais globalement... Mais ça inquiète. Il y a des gens qui me disent, je vous l'ai dit, il y a des gens qui m'ont dit, oui, c'est très inquiétant la sortie de l'euro, le franc. Des personnes qui me disent ça, j'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas été inquiet quand on a adopté l'euro et qu'on a abandonné le franc? Parce qu'on leur a expliqué que ça allait être le paradis, que ça allait être la prospérité. Donc pour tous. Encore une fois, les Français, vous savez, ils ne sont pas des experts en matière monétaire. Vous dites aux Français, soyez courageux. N'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Le pape, non pas de la politique, mais de la papauté, oui. François Asselineau, merci en tout cas de ce temps passé avec nous. C'est très intéressant en tout cas. Je pense que ça va éclairer un certain nombre de nos concitoyens et on en a bien besoin. À bientôt. En direct. Et sur le vif. Ok. C'est du direct.